Alors tout d'abord, je vous prie d'excuser Jean-Louis Beffa, qui a eu un problème de santé ce matin et qu'il est dans l'impossibilité de venir nous rejoindre. Jean-Louis Beffa est un personnage fantastique dans l'industrie française, capitaine d'industrie, mais il a été à la tête de Saint-Gobain pendant de nombreuses années. Et quand, de mon côté, chez Elf Aquitaine, je mettais en place l'association volontaire des actionnaires salariés, Saint-Gobain crée la même association à l'occasion des privatisations des groupes industriels en octobre 1986. Nous avons donc un grand respect pour lui et je dois dire, sur le thème qui nous importe aujourd'hui, il a été un homme extrêmement audacieux. Et par ailleurs, il est à la Caisse des dépôts et consignations, il est très actif, il a écrit beaucoup de livres, notamment sur la mise en garde des entreprises face aux start-up. Donc, nous regrettons son absence. Et alors, j'ai essayé de pallier à cette difficulté en revenant vers le cabinet du ministre de l'économie et j'ai voulu inviter la secrétaire d'État auprès du ministre, mais c'est difficile, l'emploi du temps est déjà très, très chargé. Alors après, j'étais du côté de Matignon pour solliciter Benjamin Griveaux. On verra, Norbert, s'il peut se libérer. Mais il faudrait que quelqu'un vienne nous parler du programme du président de la République, des 10 milliards qui vont être investis, provenant peut-être des privatisations qui sont à l'étude, pour permettre à la France d'être leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, dont rejoignant l'innovation et ce que nous allons essayer de développer au cours des deux panels, l'épargne salariale, moteur de l'innovation, de la recherche, disons une nouvelle orientation qu'on souhaiterait donner, si c'est réalisable. Donc, vous voulez bien excuser, M. Beffa, je peux commencer maintenant. Alors, je vais ouvrir ce 15e colloque annuel de l'Association française de gouvernement d'entreprise, qui a été créée en novembre 2002, elle a 15 ans, de même que l'Association des actionnaires salariés qu'on fêtera l'anniversaire à la fin de ce colloque, qui a 31 ans. Voilà les deux structures qui ont une certaine pérennité malgré les difficultés que connaissent toutes les associations. Le thème est d'actualité, l'actionnariat salarié, l'avenir de l'actionnaire salarié dans l'entreprise et quelle destination on pourrait donner demain à l'épargne salariale pour contribuer au financement de l'économie réelle, avec en arrière-pensée aider à la recherche et au développement et financer l'innovation. Voilà, l'héritage du gaullisme pourrait prendre une nouvelle figure, financement de l'innovation pour que les entreprises puissent relever les nombreux défis. Michel Roux sera amené tout à l'heure, le vice-président de l'association, à parler du programme. Mon rôle est de remercier les personnes qui nous ont permis de réaliser ce colloque. En premier lieu, je remercie la Fédération bancaire française et Madame Barbat Layani, directeur général, inspecteur des finances, qui a mis à notre disposition cet élégant auditorium où nous devrions accueillir peut-être 150 à 160 personnes dans l'après-midi. Je remercie également l'European Institute of Financial Regulation, représenté ici par Michel Cogent, mon partenaire, qui est délégué général, et son président, M. Delancin, qui est ici également, qui a créé cet institut il y a plusieurs années. Donc on a travaillé ensemble, comme on avait fait l'année dernière, à l'École supérieure de commerce de Paris, ESCP Europe, et l'année avant, ici même, dans cet auditorium, où on avait parlé du rôle de l'État actionnaire, et en décembre l'année dernière, on avait parlé comportement éthique, code de conduite. C'est des thèmes d'actualité qui sont repris par les investisseurs institutionnels dans les rencontres qu'ils ont avec les directeurs des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Je remercie également le groupe Total, qui est le sponsor de cet événement, M. Patrick Pouyanné, président du 3e groupe pétrolier mondial, aujourd'hui. 3 millions de barils jour. J'arrête là la publicité. 3e groupe pétrolier mondial. Madame Namita Shah, la première femme membre du COMEX, qui sera speaker dans le premier panel,
et les collaborateurs qui m'ont aidé comme relais pour arriver à décrocher cela. Je pense à Madame Filiette, Marie-Isabelle, Vincent Dufièvre, qui doit être là, qui était speaker l'année dernière, Jérôme Seurat, responsable de l'épargne salariale chez Total, et puis également Vincent Dufièvre, je l'ai dit, les 3 personnes qui ont été le relais auprès du président. Je remercie également les adhérents qui ont payé une cotisation de soutien, entreprise de soutien, pour nous aider et qui contribuent au financement de cet événement. Il s'agit de BlackRock, du groupe ADP, Aéroport de Paris, Cléry Gottlieb, cabinet d'avocats franco-américain, Deloitte, France, Orange, que je remercie. D'autres viendront, mais ils ne sont pas encore manifestés, donc je n'allais pas leur dire merci tout de suite. Voilà. Mais ça a été beaucoup de travail, plus de 5 mois, avec des moments difficiles. Mais quand on croit à ce qu'on fait, on a l'enthousiasme pour convaincre les autres de participer et de nous aider. Je dis bien, tout ce qu'on va faire aujourd'hui sera enregistré en vidéoconférence et nous ferons un rapport au terme de ce colloque. On y aura des experts en fiscalité. On ira après sur la table du ministre de l'économie et des finances qui nous a donné son haut patronage et dire voilà nos propositions. Et nous aurons étudié l'aspect fiscal aussi, parce que vous savez, c'est une menace qui pèse aujourd'hui. Mais il faut aller au-delà de la taxation de l'épargne salariale pour que les gens continuent à épargner et investir en prenant quelques risques pour financer l'innovation. C'est l'avenir de nos entreprises. Donc, nous irons chez le ministre faire des propositions concrètes qui seront étoffées d'une bonne argumentation sur l'aspect fiscal. Voilà, si vous avez des idées, vous me les communiquerez pour qu'on ait un bon dossier. Voilà ce que je voulais vous dire avant que Michel Roux n'introduise le programme du colloque. On a un peu de retard, mais comme M. Beffa ne viendra pas, on a un battement d'une demi-heure encore. Je crois que je remercie les orateurs qui sont présents. Et puis, nous avons Patrick Suet qui est là, déjà arrivé, M. Collot, voilà Mme Bapat-Layani. Je remercie les collègues de l'association AFGE, Louis Fimby qui m'a aidé beaucoup, M. Dubois, Eugène Wop et d'autres qui sont là, qui m'ont aidé à préparer cette réunion de 160 personnes, je l'espère. Madame, je vous passe la parole. Nous sommes heureux de vous accueillir. Voilà. Bienvenue à la Fédération bancaire française. Je suis doublement contente d'accueillir ce colloque de l'AFGE ici. D'abord parce que, encore une fois, c'est une association qui fait un travail très utile et nous sommes heureux de les soutenir par cet accueil, mais aussi parce que le thème qui est abordé cette année est un thème très important, cher à mon cœur, je le dirais. J'ai beaucoup travaillé dans différentes vies professionnelles, qui est celui de l'actionnariat salarié. Je pense que c'est un dispositif qui non seulement est né sous des auspices politiques parfaitement magnifiques, puisque c'est un des héritages du gaullisme en matière économique et financière. C'est un des derniers éléments qui n'a pas tellement été modifié. Alors on peut se poser la question d'ailleurs s'il ne faut pas le modifier un peu, mais c'est un serpent de mer, donc je ne sais pas ce qui sortira de ce colloque. On verra si vous avez des recommandations particulières. Moi, je pense que c'est un dispositif qui est extrêmement puissant à 2 égards. Tout d'abord parce que cela crée une forme de solidarité à l'intérieur des entreprises entre, un alignement des objectifs, comme on dit, entre les salariés et l'entreprise, qui est quelque chose de très important, qui est un peu une spécificité française, qui avait été voulue par ce dispositif à l'époque. Bon, même s'il y a aussi des actions gratuites et des rémunérations sous forme d'actions dans d'autres pays. Mais là, c'est quelque chose d'obligatoire, ce qui est assez particulier, parce que, au fond, je ne suis pas sûre, d'ailleurs, je ne sais pas si on le sait, si dans d'autres pays, ce type de dispositif existe de manière obligatoire. C'est le cas de la participation qui a été instaurée de manière obligatoire. Donc d'abord,
une vraie vision de l'entreprise, de son management, du rôle de chacun des parties prenantes, qui pour moi est quelque chose d'extrêmement moderne, en fait, même si c'est ancien. Et on voit d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui même des réflexions nouvelles qui tournent un petit peu autour de ce type d'objectif, puisque par exemple, il y a un certain nombre de patrons d'entreprise qui ont proposé, alors je dis tout de suite qu'on n'est pas extrêmement favorable, mais enfin ça montre quand même que c'est un sujet de réflexion, qui ont proposé d'étendre la notion d'objet social de l'entreprise pour justement... Oui, c'est une proposition qui émane d'un certain nombre de patrons, M. Frérot, je crois, et le patron de Danone, Emmanuel Faber, plus peut-être un certain nombre d'autres personnes, et qui consisterait à étendre l'objet social de l'entreprise. Alors simplement, on doit être un peu trop conservateur ici sans doute, mais moi je trouve que c'est un peu dangereux, parce que Dieu sait jusqu'où nous irions si l'objet social est étendu, on ne sait pas trop à quoi, etc. Mais en tout cas, ça montre qu'effectivement, cette idée qu'il faut aligner les intérêts au sein de l'entreprise entre différentes parties prenantes et notamment les salariés, on voit bien quand même que c'est une idée moderne et une idée qui agite de nouveau la réflexion. La deuxième puissance de l'épargne salariale, de mon point de vue, et de l'actionnariat salarié, c'est que c'est une façon de financer les fonds propres des entreprises. Ce qui est au cœur des réflexions actuelles du pacte, qui est piloté par Bruno Le Maire. Donc, projet qui vise à mieux financer les fonds propres des entreprises françaises et notamment des PME. Alors, l'actionnariat salarié en tant que tel, stricto sensu, n'est peut-être pas l'outil à privilégier, ou en tout cas dans une mesure qui devra être limitée, parce que c'est aussi sans doute un des éléments que vous allez aborder. On ne peut pas mettre en risque les salariés de manière excessive sur la détention du capital de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Dans les grandes entreprises où il y a une vraie liquidité du titre, etc., c'est sans doute plus facile, encore que, et je suppose que certains le diront aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une forme de limitation ou d'auto-limitation des entreprises. Il y a un moment où la diversification des placements des salariés fait partie quand même des objectifs, et donc on ne peut pas pousser non plus les salariés à mettre tous les œufs dans le même panier et à donc être très, très, très investis dans une seule entreprise qui se trouve être la leur, même si ça a par ailleurs des vertus et que la question de la bonne proportion est évidemment importante. Cette difficulté, elle est bien entendu encore plus grande pour les PME. On sait très bien ici, dans le secteur bancaire, à la FBF, que ce qu'il y a de plus risqué, c'est le financement des PME. Et a fortiori, si on est dans un financement direct. Quand il est intermédié et mutualisé, et c'est tout le rôle des intermédiaires financiers, évidemment, il est plus facile d'investir dans les PME ou d'avoir une partie des placements d'un outil d'investissement collectif ou d'un outil d'épargne collective qui va dans les PME. Et vous voyez où je veux en venir, pourquoi j'étends le sujet à l'épargne salariale, parce que je pense qu'effectivement, l'épargne salariale est un des moyens d'orienter davantage l'épargne des Français vers les fonds propres des PME, qui est l'objectif du gouvernement et qui est un bon objectif. On ne peut pas, même si on est très fiers ici d'être les champions d'Europe du financement des PME, on l'est, en matière de financement et en matière de crédit, nous avons les meilleurs chiffres de la zone euro. On vous les redistribuera si vous le souhaitez. On a un petit document qu'on pourra mettre à votre disposition sur le financement des entreprises. Nous sommes les champions d'Europe. Je le dis parce qu'on nous dit souvent, oui, mais ça, c'est parce que la BCE vous arrose de liquidités pas chères. Eh bien, je signale juste que dans la zone euro, tous les secteurs bancaires sont arrosés de la même façon par de la liquidité pas chère. Et à partir de cette matière première, il y a des performances différentes, et la nôtre est la meilleure. Alors, il n'y a pas tellement de domaines dans lesquels on est les meilleurs, donc je le redis, cocorico, c'est les banques françaises qui font le mieux. Ceci étant dit, on ne peut pas financer tout, ni exclusivement les PME par le crédit. On a tenu cette semaine, ici même, un brainstorming géant et très intéressant sur le financement de l'immatériel et notamment le financement de la transition numérique dans les entreprises. Il est bien clair qu'il y a un moment où la nature du risque est tellement forte qu'on n'est plus dans du financement par le crédit, mais qu'on est dans du financement par les fonds propres. Donc tout converge vers le fait qu'il faut en effet faire davantage de fonds propres. Et de ce point de vue-là, mis à part quelques investisseurs très spécialisés, des investisseurs très fortunés,
les banquiers ne peuvent pas, pour des raisons réglementaires, mais tout simplement pour des raisons de conseil client, pousser les gens à investir directement dans les PME. Donc ça passe forcément par des formes d'investissement collectives et mutualisées. Et quoi de mieux que l'épargne salariale pour répondre à cet objectif? L'épargne salariale, c'est de l'épargne longue. On sait très bien que la condition absolue pour pouvoir prendre un peu de risque au sein d'un panier de placement, et prendre un peu de risque, c'est la condition d'avoir un peu de rendement, surtout par les temps qui courent, eh bien, c'est d'avoir de l'épargne longue. L'épargne salariale, et avec l'épargne retraite, qui est malheureusement assez peu développée en France, est une forme d'épargne longue. Donc, c'est, de notre point de vue, un outil extrêmement puissant qu'on souhaite pousser de nouveau. J'étais ce matin même, et je suis un petit peu en retard, j'en suis désolée, aux rencontres de l'épargne à l'Assemblée, aux rencontres annuelles de l'épargne à l'Assemblée nationale, et j'ai formulé 2 propositions. D'abord, la demande qu'on ait un nouveau produit d'épargne longue réglementé dans les bilans bancaires, parce qu'on a besoin d'épargne longue pour financer la transformation et continuer à faire le crédit dans des bonnes conditions que j'ai mentionnées, et ce de manière assez stable. Si on est uniquement sur de la ressource de marché court terme, on aura beaucoup de mal à stabiliser les financements qui vont vers les entreprises. Mais j'ai également demandé que l'on revoie le forfait social qui est venu en 2012 pénaliser de manière absolument injustifiée et colossale l'épargne salariale, puisqu'on est passé brutalement de 8%, ce qui était déjà assez élevé. On était parti sur le forfait social au départ de 1 à 1 ou 2%. Enfin, ça, c'est un grand classique de la fiscalité. C'est-à-dire qu'on commence par vous dire « dormez tranquille », je dis ça devant Patrick Sué qui en a vu d'autres malheureusement, « dormez tranquille, braves gens », tout ceci se fait avec des taux extrêmement bas. Alors s'il y a un axiome éternel en fiscalité, surtout dans ce pays, c'est qu'on commence avec des taux bas et qu'on finit généralement pas avec des taux bas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se bat contre la taxe sur les transactions financières européennes, par ailleurs, puisque effectivement tout le monde nous dit « dormez tranquille, braves gens », ça sera des taux extrêmement bas. Sauf que le taux bas qui reste bas, on attend toujours de le voir, mais enfin avec Patrick Sué, nous ne désespérons pas. Peut-être que nous verrons ça de notre vivant, mais je n'y crois pas beaucoup, cher Patrick. Donc je préfère que l'on revienne tout de suite au taux bas sur l'épargne salariale, qui est un bon outil. Et donc, si on pouvait ramener le forfait social, ne serait-ce qu'au 8%, on serait pour la suppression complète dans l'absolu, mais enfin, vu les contraintes de finances publiques, si déjà on pouvait le ramener à 8%, je pense qu'on aurait fait œuvre utile. Voilà, j'ai passé quelques messages. Je vais vous laisser maintenant travailler parce que c'est pour ça que vous êtes là. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous souhaite encore une fois une très bonne après-midi de travaux. J'espère qu'il en sortira des propositions concrètes. Je crois que c'est bien l'objectif. Et nous serons extrêmement intéressés, éventuellement nous aussi, à les reprendre pour celles qui pourront intéresser nos adhérents, ou en tout cas à leur donner un peu d'écho dans le cadre de ce processus qui s'appelle Pacte, mais qui se double de travaux très intenses au Parlement avec plusieurs parlementaires dans la nouvelle majorité qui sont extrêmement mobilisés sur toutes les questions de financement, de gouvernance, d'évolution des entreprises. Donc je crois que là, on a une opportunité de porter un certain nombre de réformes. Enfin, je crois qu'il faut parler de transformation maintenant, parce que réforme, c'était l'ancien monde. Donc en tout cas, de porter un certain nombre de transformations utiles pour les entreprises, utiles pour ceux qui les financent, et utiles pour ce pays, que je crois qu'au fond, on y est tous très attachés. Et j'espère qu'on arrivera donc à avoir quelques propositions intéressantes. Et je vous laisse la parole. Madame Barbat Lagani, inspecteur général des finances, directeur général de la Fédération bancaire française. Nous viendrons vous consulter et nous ne manquerons pas d'en parler à Patrick Sué pour le volet fiscal. L'heure est importante. Les mines ParisTech travaillent beaucoup sur l'objet social étendu. Blanche, secrétaire, école de mines ParisTech. Ils travaillent sur ce sujet-là. Ils ont certainement bien avancé. Voilà. Michel Roux, doyen d'université et vice-président de l'association. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Madame la directrice générale,
à la fois pour votre accueil et pour votre intervention. Vous allez voir, elle va nous être fort utile parce que, implicitement, vous nous avez servi de grands témoins dans notre organisation. Moi, j'ai la modeste charge de vous présenter un petit peu l'organisation et le déroulement de ce colloque, en rappelant quand même quelques mots sur l'histoire brève de l'Association française de gouvernement d'entreprise. 15 années d'existence, 15e colloque, vous voyez que nous sommes dans une forme de logique. Donc la FGE, tout simplement, c'est un forum permanent de discussion et d'information sur les principes de gouvernement de l'entreprise. Je ne vais pas trop m'étendre sur ses missions, mais avant tout, c'est apprécier le rôle de l'administrateur dans la gouvernance, recommander l'adoption par les entreprises d'une stratégie s'inscrivant dans le long terme et englobant les aspects économiques, sociaux et environnementaux. C'est aussi proposer la meilleure organisation possible de l'exercice du droit de vote. C'est aussi favoriser la mobilisation des actionnaires. Parallèlement à ces activités, l'Association française de gouvernement d'entreprise publie une lettre trimestrielle comportant de nombreux articles en français et en anglais, et lettre qui est diffusée auprès de 3000 acteurs de la sphère financière. Jean Hémon, notre président, tout à l'heure l'a cité, la FGE a été souvent précurseur un petit peu sur ces sujets pour s'en convaincre. Et il nous a rappelé tout simplement les thèmes de nos 3 derniers colloques annuels. Un colloque en 2015 qui a eu lieu le 1er février 2016, ici même dans cet auditorium, sur la thématique de l'État actionnaire et la gouvernance des entreprises. Fin d'année 2016, nous étions à l'ESCP Europe pour parler du comportement éthique et des codes de bonne conduite, autre sujet d'actualité. Et aujourd'hui, pour 2017, notre colloque, ce 15e colloque, vous propose, selon la même organisation, de traiter un thème ô combien d'actualité, l'actionnariat des salariés, sous ses différents aspects. Fait économique, social et financier majeur en France, avec une capitalisation de plus de 100 milliards d'euros, 3 millions d'actionnaires salariés, possédant parfois plus de 10% du capital de certains grands groupes. Ce colloque se propose de comprendre comment ces actionnaires salariés sont venus des acteurs de référence, notamment, et ça vient d'être rappelé, au moment où le gouvernement cherche systématiquement à réorienter l'épargne vers l'investissement en actions, vers une finance aussi plus responsable et ainsi combattre cette aversion au risque chère aux Français. Donc nous proposons comme organisation pour ce colloque le même principe que les précédents, à savoir tout simplement 2 tables rondes. Une première table ronde qui sera animée par Josiane Fanginoveni, notre vice-présidente de la FGE, qui traitera finalement du bon usage de l'actionnariat salarié. Je lui laisserai le soin naturellement de présenter un petit peu les intervenants à son panel. Une seconde table ronde qui traitera des enjeux et défis plus spécifiquement de l'actionnariat salarié et sera animée par notre président Jean Hémon Massy. Alors, je parlais d'organisation. Chaque table ronde devait être précédée tout simplement par l'intervention d'un grand témoin. Nous avons excusé l'absence de M. Jean-Louis Beffa pour des raisons de santé. Nous ne pouvons que regretter cette absence, mais nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Mais je dois dire que l'intervention de Mme Barbara Nalani a largement, je dirais, introduit cette thématique. Et finalement, Madame, vous nous avez servi de grand témoin pour introduire cette première table ronde. Alors, la seconde table ronde, elle sera présentée et elle sera précédée plus spécifiquement par l'intervention de Jacques Godefrin, qui est ancien député, ancien ministre et président de la Fondation Charles de Gaulle, qui présentera, je dirais, son combat sur la participation et l'intéressement des salariés, autre sujet très proche, puisque l'épargne salariale, mécanisme vertueux au service de l'économie, et ça vient aussi d'être rappelé, c'est près de 123 milliards d'encours à la fin 2016, ça concerne plus de 300 000 entreprises, et globalement, eh bien, nous avons là aussi un sujet qui est important à traiter. La conclusion de ce colloque sera présentée sous la forme d'un échange, d'un débat entre Mme Odile Renaud-Bassot, directrice générale du Trésor, et M. Patrick Pouyanné, PDG du groupe Total. La salle sera naturellement sollicitée pour un certain nombre de questions. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque.
de bonnes réflexions. Et je renouvelle encore tous mes remerciements à Madame Marianne Barba-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française, à la fois pour son propos et pour son accueil. Sans plus attendre, j'invite tout simplement la première table ronde à se mettre en place. Merci de votre attention.